Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler des données de Scopus, qu'est-ce qu'il y a dans Scopus. Et pour commencer, je vais vous proposer un sondage pour savoir aujourd'hui quels sont les outils que vous utilisez. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Cliché, je suis Senior Success Manager ici en France. Et, euh, et à la fin de ce webinaire, il y aura toutes les informations pour les certificats. Il est enregistré, donc vous aurez aussi l'enregistrement demain par mail. Vous aurez toutes ces informations-là. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Alors, vous avez le chat. Ou alors, vous avez aussi les questions, la partie questions-réponses. Donc, voilà. Quand vous voulez interagir pendant le webinaire, vous mettez dans le chat les réponses. Et puis, les questions-réponses, à la fin, je vais les voir. Alors, pour savoir un peu quels sont les outils de veille que vous utilisez, voilà, c'est pour savoir ce que vous utilisez aujourd'hui. Donc, j'ai lancé la question. Donc, vous devez la voir apparaître sur votre écran. Donc, je voulais pas vous vous influencer avec des choix, donc je vous ai laissé écrire ce que vous utilisez. Donc je vais laisser une minute. Le chat est désactivé. Ok, je vais voir ça. Nous avons des personnes aussi de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Bienvenue. Paramètres. Ok, maintenant le chat devrait être activé. Merci. Donc voilà. Je vais regarder. Oups, pardon. Alors, ce que vous avez répondu, pardon, je voulais pas mettre les noms, mais donc il y a Emerald, Scopus, Francis, bien sûr, les éditeurs, Kern, et Springer, Science, Sciences Directes, bien sûr. Euh, voilà, vous avez mis donc cela, c'est voilà, vous avez mis donc des sources éditeurs ici. Euh, mais peut-être qu'il y a encore d'autres outils qui sont utilisés, du style ChatGPT. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ChatGPT dans la bibliographie? Si vous pouvez mettre oui dans le chat. Donc bonjour. Donc on a aussi l'Institut national supérieur du pétrole de Mao. Donc non. Bonjour à tous. Non, personne ici. Bonjour. J'aurais dû mettre plutôt un quiz pour que ce soit anonyme, pour que les gens soient pas dans le... Bon. Alors, alors la veille stratégique, donc on va parler des données, mais ces données-là sont bien sûr utilisées pour une veille stratégique. Elle est essentielle dans l'activité de recherche voilà, fonder votre recherche sur un socle qui est, qui est de confiance. Donc, pour éviter tout ce qui est travail obsolète, duplication, parce qu'on n'a pas regardé ou on n'avait pas accès, je veux dire, dans l'outil qu'on utilise à ces données-là, et ainsi se baser pour avoir des résultats et des méthodes originaux. Alors, j'ai pris quelques extraits justement sur la partie de confiance. Donc, c'est quelque chose qui revient toujours. Donc, ici, c'était le cas avec Dana Faber où il y a eu aussi manipulation. Il y a eu plusieurs articles. Manipulation de données et plusieurs articles ont été rétractés du laboratoire. Mais on voit qu'il y a
plus de 10 000 research papers en 2023. Ça, c'est de Retraction Watch qui ont été rétractés. Donc, c'est quelque chose qui augmente. Et aussi ce qu'on appelle revue prédatrice. Et aussi des revues qui vont aussi prendre le nom des revues bien connues et qui sont indexées dans plusieurs bases de données, mais qui vont un peu voilà, les modifier un peu. Par exemple, il y avait une revue, si je me rappelle bien, c'était Biophysical et, et je me rappelle plus, et quelque chose. Et du coup, il y avait une revue prédatrice, en tout cas une revue qui voulait utiliser la réputation de cette revue. Et le nom, c'était The Biophysical Journal. Et la revue en question n'avait pas la préposition de, c'était juste Biophysical Journal. Donc, vous voyez, ce genre de pratique qui aujourd'hui devient euh, un point d'attention aussi. Donc, en même temps qu'on veut des données larges pour pouvoir se baser la recherche et avoir des données, on veut aussi des données de confiance. Et ça, c'est aussi un problème en termes de volume. Je voulais juste faire une analyse ici. J'ai déjà fait l'analyse sur Scopus. Donc, en termes de volume, donc si je mets, là, c'est depuis 2000. Donc, on est passé de 1 million de papiers qui sont indexés dans Scopus. Donc, il y a d'autres papiers qui sont là. Mais on est passé de 1 million de papiers indexés dans Scopus par an à 3,5 millions de papiers indexés. Et si on regarde là sur une échelle de temps beaucoup plus large, on verra la, cette augmentation de volume qui a aussi eu lieu parce que on est passé sur une publication tellement seulement en papier, il fallait envoyer les résultats et puis après retourner avec les révisions en papier. Donc tout se faisait par papier. Donc il y a eu cette accélération avec le digital, on le voit bien ici. Et aussi, ça continue la production d'articles. Donc aujourd'hui aussi, c'est, c'est, c'est aussi une réflexion de je veux avoir les données de recherche aussi avec une bonne qualité parce qu'il y a tellement de volume, il y a tellement de données, il y a tellement de papiers que je veux trouver en fait ceux qui me correspondent parce que voilà, à ce volume-là, là, bien sûr, c'est toute recherche, tous les champs de recherche, hein, parce que c'est multidisciplinaire, mais même voilà, dans un champ disciplinaire, vous voyez le volume. Et à ce rythme-là, c'est très difficile d'être, voilà, de tout suivre. Donc, vraiment, la qualité va de pair aussi avec la complétude de ce qu'il y a dans le monde de la recherche. Alors, je vais parler de Scopus parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, Scopus, et il soutient les revues de littérature pour pouvoir savoir, découvrir les recherches publiées dans toutes les disciplines, puisque c'est multidisciplinaire, mais aussi on va voir donc l'identification des auteurs, suivre, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai montré là, suivre des tendances. Ça peut être sur un champ de recherche. Là, j'ai fait voilà, sur les articles et les articles de révision en termes de volume, et analyser l'impact, évaluer les tendances, etc. Donc, on est sur un socle de données qui est large. On a plus de 7000 éditeurs. Euh, il y a bien sûr de l'open access, de l'accès libre, suivant les revues qui le publient. Donc, il y a 28 millions d'articles en open access. Il y a 485 000 livres plus. Il y a plus de 29 000 revues actives, parce qu'il y a aussi des revues que, voilà, ils publient plus, mais sont indexées, ou alors on a arrêté d'indexer, on va en parler. Et aussi, on a des pré-publications qui sont sur un autre onglet, mais on peut aussi aller chercher ces pré-publications. Bien sûr, ces pré-publications n'ont pas encore été, n'ont pas encore passé par une évaluation par les pairs. Donc, c'est important aussi d'avoir
un œil expert et critique quand on voit ce type de publication. Donc, cela se traduit pour plus de 100 millions de notices, donc d'items, documents, donc documents qui peuvent être des actes de conférence, des revues, des articles, des livres, voilà. Et aussi des profils d'auteurs, donc 23 millions de profils d'auteurs. On a parlé il y a deux semaines sur les profils d'auteurs. Donc, je ne vais pas refaire la redite. Donc, si vous ne l'avez pas vu, donc, allez sur le webinaire de la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant. Et puis aussi la partie affiliation. Donc, on peut dire qui fait quoi dans le monde. Donc, au niveau de l'affiliation et au niveau de chercheurs aussi. Donc, ça va aider à suivre les tendances, les recherches futures et passées, ce lien de quels sont, donc par exemple, si je prends purement un papier, quelles sont les références qu'elles se basent. Donc, j'ai tous ces liens que je peux facilement même les évaluer, même regarder d'où est-ce qu'ils viennent sur Scopus et aussi qui les cite. Donc, aussi la recherche, on va dire, qui est basée future, en quelque sorte, la suite de la recherche dont ce papier dont elle se base sur ce papier complètement partiellement en discussion. Bref, ça dépend du contexte. Identifier donc des experts, donc, et puis analyser les résultats et profiler les auteurs ou alors un groupe d'auteurs. Analyser le monde de la recherche. Bon, là, tout à l'heure, comme j'ai fait, ça peut être d'autres choses. Quelles sont les institutions qui publient sur ce thème ou autres. Et aussi, on va voir des analyses alimentées par l'IA fondées sur un contenu fiable. Alors, pas tous, donc Scopus évolue, donc il y a des fonctionnalités sur l'IA dans le Scopus. Alors, pas tous sont déjà sur la nouvelle version Scopus. Donc voilà, donc peut-être vous verrez ces capacités, peut-être pas, mais c'est la direction que Scopus prend en tout cas. Donc, comment on peut utiliser ces données ou quels sont les critères pour utiliser Scopus qui permet une meilleure prise de décision? Donc, on a un cadre d'évaluation pour les indexations, pour tout ce qui est indexé dans Scopus. Donc, il est transparent, il est accessible sur notre site web. Donc, n'importe quelle revue qui répond à ces critères peut être indexée. Il y a les métriques de publication d'utilisation sur, donc, sur le Plumix, en tout cas. Il y a les métriques d'utilisation. On a un scope mondial, mais aussi régional en même temps, qui est le dernier, là, le dernier pan, qualité de revue locale, parce qu'on va aussi indexer des revues dans d'autres langues, tant qu'elles aient aussi la traduction du titre et de l'abstract en anglais. Comme ça, même si je parle pas chinois, je peux quand même savoir que quelqu'un en Chine travaille sur ça, parce que voilà, quand je cherche dans Scopus, je vais chercher aussi sur du contenu local. Donc, le français est la quatrième langue, au cas où vous ne savez pas. Et donc, il y a du contenu local. Et puis, les sources de diffusion fiables. Donc, on regarde aussi les revues et on les réévalue, ces revues-là, suivant des signaux d'alerte. Donc, sur les chiffres, voilà, donc il y a une couverture large, mais on veut aussi que cette couverture large réponde à une qualité scientifique. Et aussi multidisciplinaire. Donc, Scopus n'est pas une plateforme seulement de recherche biomédicale. Donc, c'est aussi intéressant pour les recherches interdisciplinaires. Ça peut être aussi de voir des applications ou avoir des idées des applications. Donc, c'est pour ça que c'est une plateforme multidisciplinaire. Donc, pour vous donner, il y a un board qui va sélectionner ces revues et il donne les critères. Donc, euh, au départ, on a 3500 propositions de titres par an en moyenne. 51% vont satisfaire les critères minimaux de Scopus. Et puis après, 48% sont acceptés après examen du SSAB. Mais donc, en général, par an, on a 857 titres en série qui vont satisfaire l'ensemble des critères de Scopus. Donc,
Sur les soumissions, on a 50, à peu près 50% qui passent en fait ces critères-là. Alors, le comité il est complètement indépendant. Il est aussi indépendant des SEVIR et ces personnes-là ne travaillent pas par SEVIR. Ils sont des experts de leur domaine. Donc là, on va sur Scopus, la philosophie va être d'être sur du contenu uniquement évalué par les pairs qui va être sélectionné. Euh, et donc, multi-éditeur et sur la base de, euh, d'évaluation de ce comité indépendant. Alors, plusieurs critères sont pris. Donc, l'éthique de publication, c'est le fondement des décisions du SSAB, la section de Scopus. Donc, si le nom de la revue est unique, j'en passe, si le site web protège les utilisateurs, entre autres. Euh, et donc, tout ça, vous avez sur la partie sur notre site web, mais les critères minimums sont ce qui est en bleu. Donc, l'historique de publication, l'évaluation par les pairs. Donc, l'historique de publication, ils vont évaluer depuis combien de temps la revue existe, combien de titres ils ont fait, si c'est quelque chose de régulier. Qui, comme je dis, c'est uniquement du contenu évalué par les pairs. Bon, les titres résumés par l'anglais parce que du coup, ça va augmenter la découvrabilité des titres locaux aussi. Donc, ils peuvent être après en français, en anglais, en anglais, non, en français, en chinois, que sais-je. La publication régulière et la déclaration d'éthique de publication de ces revues-là, qui doit être publique. Et puis après, il y a 14 critères de sélection, qualitatifs et quantitatifs. La politique de la revue, qui couvre donc la qualité de contenu, la réputation de la revue. Pas qu'elle est connue, c'est pas tellement ça, mais, c'est ce qu'elle a publié, comment les gens le citent, etc. Une publication régulière et la disponibilité en ligne. Alors, ce n'est pas parce qu'une revue a été indexée dans Scopus qu'elle est indexée pour toujours. Il y a aussi un processus de réévaluation. Là, je vous partage des chiffres qui datent un peu. C'était entre 2016 et 2020, mais c'est juste pour que vous ayez euh, un exemple en tête. Donc, entre 2016 et 2020, il y a eu 990 revues réévaluées. De ces revues, donc, en fait, il y a quatre catégories que le SSAB les classe. C'est problèmes de publication, sous-performance, performance atypique ou aussi des processus de curation continue. Et ça peut venir des signaux automatisés, par exemple, revue européenne en X. Donc, la revue, ses principaux auteurs viennent de l'Europe. On voit un shift, on voit un changement, par exemple, 2 ans après, on a 80% des auteurs qui viennent d'un autre pays par exemple. Ça, c'est des signaux en tout cas, qu'on doit comprendre. C'est pas qu'on dit que c'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien ou pas bien, mais en fait, la revue doit nous dire, en fait, Scopus, en fait, au CSAB, en fait, pas moi, doit dire quel était le changement éditorial. Est-ce que ça, hum, c'est c'est une pratique qui peut être considérée prédatrice, par exemple, ou pas, ou c'était une évolution de la revue naturelle, qui est naturelle. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de ces évaluations, réévaluations, et aussi après du feedback de la communauté sur des revues en particulier. Donc, sur ces 990 revues, vous voyez qu'il y a, suivant les problématiques, plus de 50% qui ont été abandonnés, donc qui ne sont plus indexés dans Scopus. Et sur la curation continue, c'était que 16%. Mais sur tout le reste, ça a été... Alors, je regarde un petit peu les questions pour voir. Ok, la curation continue, c'est-à-dire que euh, sur des critères de qualité qui sont définis donc quand la revue est indexée, donc il y a des revues qui apparaissent des signaux qui peuvent apparaître comme en fait ils vont pas rentrer dans les trois catégories avant,
mais on doit quand même réévaluer tous les titres de temps en temps. Donc ça, c'est la processus de curation continue. C'est un peu, on va sélectionner des revues euh, un peu quand on passe dans l'aéroport et puis on est sélectionné pour, voilà, qui est assez aléatoire. On est sélectionné pour passer le contrôle. C'est un peu ça, en fait, la curation continue. Alors, je vais vous montrer sur Scopus où est-ce que vous pouvez trouver tout ça. Et aussi, ce qui est important, c'est de savoir, quand vous faites une recherche bibliographique, quelle est la base dont vous cherchez? Quelles sont les revues contenues? Donc, parfois, ça peut être une boîte noire. Par exemple, quand vous faites des recherches dans Google Scholar, vous savez pas qu'est-ce qui est, quelles sont les revues derrière, pour citer un exemple. Mais donc, ici, vous pouvez télécharger la liste de revues. Qu'est-ce qui est indexé? Aujourd'hui, continue d'être indexé. Qu'est-ce qui a été indexé jusqu'à quand? Donc, vous avez tout cela. Donc, je vais juste revenir là. En fait, en bas de page, vous allez sur Content Coverage. C'est une façon de faire. Et là, vous avez en fait tous les critères, tout ce que je vous ai dit, les préprints, où est-ce qu'ils sont, depuis quand voilà, les articles sont indexés. On a des articles indexés qui sont voilà, des articles historiques de 1788. Par contre, les références incluses, c'est à partir de 1970, c'est-à-dire l'article, là, c'était des références, etc. Donc ces liens-là, sur le contenu très vieux, il sera plus limité, mais le contenu est là et on peut faire des recherches sur ce contenu-là. Alors ici, vous avez donc le SSAB qui explique qui est là, tous ces critères. Donc si vous êtes un éditeur d'une revue que vous voulez la soumettre dans Scopus, donc vous avez ici le formulaire et puis toutes les informations sur quelles sont les normes de qualité. Aujourd'hui aussi, on aura un onglet GenAI aussi voilà, qui sera aussi inclus voilà, sur les pratiques de la revue sur ça. Et donc, plusieurs types de contenus. Et ici, vous pouvez télécharger les titres qui sont dans la base de Scopus. Donc ici, vous pouvez, par exemple, tout ce qui est titre en série, donc conférences, actes de conférences, revues, donc voilà. Ce book series aussi. Et puis après, les livres, qui sont pas tellement en série, qui sont juste voilà, des livres qui sont, voilà, qui ont été publiés. Donc ici, c'est une façon de faire. Et puis après, si vous avez un titre en tête, voilà, c'est un titre majeur, je veux être sûr que Scopus couvre ce titre. Donc, vous pouvez aller dans Source ici et le chercher, donc par son nom. Ben, on va prendre celui-là et puis voilà. Et ici, dans Cancer Nursing, donc une fois que je clique ici, ici, par exemple, il a été discontinué dans Scopus. Donc, il n'est plus actif. Alors, peut-être que la revue ne publie plus, voilà. Donc, mais c'est aussi, voilà, en cliquant dessus, alors sur l'Excel là que je vous ai montré, vous avez les dates. Donc, si c'est toujours d'actualité, ça sera écrit de 1980 present ou ça a été discontinué. Vous pouvez aussi filtrer. Mais si vous allez sur Scopus, vous pouvez aussi voir si la revue continue d'être indexée ou pas. Voilà. Bah, passer sur autre chose. Voilà, sur ces titres-là. Et vous avez aussi les titres qui ont été discontinués et pourquoi ils ont été arrêtés dans Scopus. En tout cas, sur les quatre catégories là que je vous ai montrées. Bon, alors quand je fais les ateliers, on voit en tout cas mondialement que GenAI est utilisé par des chercheurs. Donc l'IA, peut-être pas de ChatGPT, mais vous pouvez utiliser d'autres sources. Donc l'IA en recherche, c'est voilà, ça passe du phénomène à une nécessité aussi. Faut qu'on fasse avec puisque il y a aussi tellement, comme je montrais tout à l'heure, tellement un volume que ça peut aider, mais on doit bien sûr rentrer dans une partie de confiance. Et c'est là qu'on va voir, donc 80% des leaders académiques
privilégient la transformation numérique. 58% à l'époque, qu'on a fait ce sondage, et des chercheurs utilisent régulièrement des outils IA, en 2025, contre 37% en 2024. Mais ici, seulement 22% considèrent qu'ils sont fiables. Donc, il y a vraiment un gap de confiance dans ces outils. 86% pensent qu'il peut provoquer des erreurs et des erreurs critiques, et ils ont raison. Et donc, ce qui a été relevé, c'est que les chercheurs ont besoin de transparence, les citations claires qui repèrent la confiance, donc d'où ça sort voilà, cette conclusion, par exemple. Et aussi que 55%, en tout cas, ont souhaité des réponses générées par l'IA qui étaient fondées sur des contenus évalués par des pairs. Parce que quand on va utiliser un Gen AI généraliste, on n'a pas connaissance du contenu derrière, comme je vous ai dit, là, la liste de revues sur lesquelles il se base. Donc, on n'a pas trop connaissance. Est-ce que ça se base sur tout? Ça se base que sur la partie open access? Ça se base sur aussi des sites web, voilà, qui peuvent être plus ou moins sérieux. Donc, voilà, on peut se demander la fiabilité. Et en effet, des nombreux outils IA grand public, donc ces outils généralistes, peuvent présenter un risque de recherche. On voit que presque 20% des citations sont fabriquées dans ces outils. Ça, c'est juste, donc ça, c'était d'un article, mais c'est très variable par session. Ça, c'est une moyenne. Donc, plus de 45% contenaient des erreurs. Donc, euh, donc la question n'est pas dois-je utiliser une IA aujourd'hui, je pense, puisqu'on voit de toute façon cette transformation se faire, mais quelle IA peut m'aider à accomplir quelle tâche? Donc, des besoins que vous avez, des perspectives stratégiques, la pensée critique, les résolutions de problèmes, l'idéation créative. Donc, l'IA peut soutenir dans un cadre qu'on a parlé de confiance. L'amélioration des revues de littérature, par exemple, pas elle va pas remplacer la revue de littérature telle qu'on fait avec des mots-clés, mais elle peut nous faire gagner du temps pour apprécier un aperçu, un champ de recherche, par exemple. Des références plus riches, plus nuancées, découvrir des idées, des liens qu'on n'avait pas pensé, parce qu'elle peut peut-être nous aider à faire ces liens rapidement, et puis après, on doit creuser avec des outils de recherche bibliographique qui sont essentiels. C'est pas un ou l'autre, mais c'est peut-être comment utiliser les deux ensemble. Et pour aider donc à la prise de décision. Alors, je voulais juste, en fait, c'était juste des questions, un peu de réflexion. Quand une IA générative vous donne une réponse, même avec des références, parfois pas de références, d'où sortent-elles? De quelle base de revue elle se base? Est-ce qu'il cherche dans une base ou est-ce qu'elle génère un texte qui est plausible? Une référence avec un titre crédible, des vrais noms d'auteurs, des DOI bien formatés, est-ce que c'est une preuve qu'elle existe? Si vous fondez une décision de recherche, choix de sujet angle, sur un résumé IA, quel est le risque si ce résumé a oublié des études qui le contredisent? Mhm. Et quelle est la différence entre une IA ouverte, entraînée grand public, web, et une IA ancrée sur une base d'articles vérifiés, laquelle vous utiliserez? Donc, c'est pas pour répondre, c'était juste des questions de réflexion. Alors, comme j'ai dit, Scopus, donc il y a les outils IA aujourd'hui dans le Scopus. Et tout ce qu'on produit chez Elsevier, il répond sur des principes d'IA responsables. On a cette page qui est aussi disponible. Et donc, pour résumer, c'est prendre en compte l'impact concret des solutions sur les personnes, agir pour empêcher ou en tout cas minimiser le plus possible la création, le renforcement des préjugés injustes, par exemple, une question biaisée déjà sur un angle. Donc, on va passer par un filtre pour pas répondre à un angle déjà sur voilà sur un préjugé quel que soit la sensibilité de ce préjugé.
Nous pouvons expliquer comment fonctionnent les solutions. Euh, et bien sûr, il y a toujours la supervision humaine derrière. Pardon. Et respecter la vie privée et défendre une gouvernance rigoureuse de données. Donc, tout ce que vous mettez dans une IA chez Elsevier, par exemple l'IA que vous trouvez sur Scopus, elle n'est pas utilisée pour entraîner les modèles. Elle reste, elle est privée, elle est pas partagée autre part avec des parties tierces ou autres. Donc, dans Scopus, vous avez une IA qui va vous permettre, qui est une IA de réflexion, c'est une IA scientifique, donc qui va vous donner plusieurs angles de réponse. Je vais vous montrer directement. Mais surtout, on a ce socle de revues scientifiques qui est basé Scopus. Donc, ça va partir sur cette partie-là. Et quand vous allez voir, je vais poser une question, elle va me faire toutes les étapes. Que- Quelles sont, voilà, sur quoi elle se base pour me donner cette réponse. Donc, elle va me faire ces étapes. Elle va me donner aussi les documents qu'elle s'est basée pour faire cette réponse. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les normes élevées de confidentialité et sécurité. Donc, c'est des modèles privés de l'utilisateur. Et donc, c'est voilà, privacy by design. Donc, pour ceux qui ont la partie IA, vous allez voir ici. Et donc, on peut prendre un, un exemple. Et ici, il crée mon plan pour répondre à la question. Donc, par rapport, donc, il a mis en euh, langage naturel. Et puis aussi, il a fait une recherche de mots-clés avec ces mots-clés-là pour retrouver des documents. Donc, à partir de ces recherches, il me fait donc un résumé voilà, de ma question. Et là, il m'explique pourquoi, voilà, euh, voilà les domaines voilà, de amélioration sur cette question. Et à chaque fois, je la référence. Donc, j'ai les political studies ici, je peux ouvrir. D'où est-ce qu'il me sort ces réponses? Vous avez les références ici. Donc, il y en a 15. Vous avez aussi des documents fondamentaux, c'est-à-dire des documents qui sont très importants dans ce domaine, qu'il a utilisé aussi pour voir. Et vous voyez à chaque fois, il y a tout le temps les références dessus. Vous avez un tableau qui intègre tout ça et vous pouvez après avoir un résumé plus complet. Donc ça, c'est déjà un premier résumé. Et là, il va aussi faire ce qu'on a une technologie de RAG Infusion pour répondre à la question de différents angles. Donc là, il m'a refait une autre, voilà, avec les mêmes ou pas et les références. Puis, je peux avoir, par exemple, quels sont les experts. Je peux donc voir les experts de ce champ, par exemple. Donc, pourquoi elle l'a choisi, sur quoi voilà, son travail se base, pourquoi ce serait intéressant cet expert. Donc, et après, j'ai les profils. Donc, à chaque fois, j'ai les liens qui vont avec pour pouvoir voir sur quoi elle a travaillé, sur voilà, l'article. On peut aussi voir les thèmes d'émergence. Donc, dans ce champ que j'ai posé ma question. Donc là, par exemple, il y a Global Climate Governance and Multilateral Agreement. C'est un thème qui est consistant, c'est-à-dire que toujours l'intérêt est le même. Et puis après, il me pose des hypothèses là. À partir de ça, il fait des hypothèses qui peuvent être intéressantes. Donc après, je peux déclencher une autre requête ici. Ou alors aussi Sustainable Energy Transitions and International Cooperation. Donc ça, c'est un thème qui est en train d'accroître en termes d'intérêt avec d'autres. Le concept map, donc vous voyez que c'est une IA déjà qui est basée vraiment sur une manière de pensée critique.
C'est pas seulement une réponse, il y a les références derrière, il y a les, voilà, la manière de répondre d'une manière qu'on veut objective, sans biais, sur un socle de données fiable de littérature. On sait sur quoi on se base, sur quoi c'est. Et aussi, tout ce qui est papier rétracté ne rentre pas ici dans la réponse de l'IA. Ils sont pas considérés. Donc ici, par exemple, il y a d'autres concepts. Donc, si ce serait intéressant, je voudrais avoir plutôt la partie climate governance. C'est l'angle que je voudrais plutôt explorer. Donc, je peux cliquer ici et il va me faire un résumé sur cette partie-là. Donc, voilà. Je pense que les données rentrent aussi dans ce cas, puisque c'est des outils que, voilà, sont utilisés ces réponses-là sont utilisées basées sur quel type de données, sur quelle base, sur quelle sélection. Donc tout ça, je pense que c'est aussi intéressant dans cette réflexion de données. Et ici, c'est voilà un, un magazine qui avait à l'époque où on l'avait lancé, ça fait 2 ans, 1 an. Ça fait 2 ans que Scopus a été lancé, 1 an que ces articles ont été apparus. Et donc, de l'utilisation de Scopus AI dans ce cadre-là. Donc, la prévoyance, la veille bibliographique nécessite une équation qui est un équilibre qui peut être difficile, c'est-à-dire une fondation de confiance, les bonnes perspectives, pardon, pas forcément plus de données, mais les bonnes perspectives, pour qu'on puisse aller plus vite avec plus de confiance, avec ces deux composantes ensemble. Alors, c'était pas vraiment, mais comme on a parlé un petit peu d'IA, je mentionne juste, il y a aussi un autre type d'IA chez Elsevier pour la recherche, qui est LeapSpace. C'est pas, c'était juste, comme on parlait d'IA. Je fais la mention ici, je vais pas rentrer vraiment dans le détail sur ça, mais si vous voulez, après, on peut organiser notre webinaire. Mais, et voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et je vois qu'il y a des questions. Alors, quels sont les avantages de Scopus par rapport à Google ou encore Web of Science? Donc, on a parlé de connaître sur quoi on se base la recherche. Donc, quand je fais une étude bibliographique, je veux savoir le socle, voilà, quelles sont les revues qui ont été indexées. Donc, il y a déjà, donc il y a cette notion-là que dans Google Scholar, elle est une boîte noire, on ne sait pas trop. On part du principe que c'est tout le web. Mais voilà. Et puis après, il n'y a pas une expertise de vocabulaire contrôlée parce qu'on va aussi enrichir les, les notices qui arrivent avec du vocabulaire contrôlé, etc., pour augmenter la découvrabilité. Et une autre chose aussi, c'est que dans Google, il y a une personnalisation. Donc, si moi et vous, on fait la même recherche, on aura des résultats différents. Donc, ça, pour une recherche scientifique, voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Voilà, pour d'autres cas d'usage, la personnalisation peut être bienvenue. Mais, euh, mais voilà, donc sur Scopus, que ce soit moi ou vous qui faites une recherche, on est aussi sur le même, voilà, on va avoir les mêmes données. Alors, et en comparaison avec le Web of Science, je vais juste vous partager alors quelques données. Attendez. Alors, je vais chercher. Donc, on va avoir une couverture supérieure au Web of Science. Donc, plus voilà, Scopus ici, avec une base plus large de revues qui sont couvertes, euh, des titres. Donc, on a une 116% de plus, voilà, qui est les revues indexées dans Web of Science. Alors, je vois il y a quelqu'un
Une main levée. Est-ce que vous voulez poser une question? Attendez, parce que je vois pas si elle est toujours levée. Ouais, j'ai deux personnes avec des mains levées. Euh, Monsieur Bancher-Char, est-ce que vous voulez parler? Vous voulez poser votre question? Je vais vous mettre. Donc, si vous voulez activer votre micro, vous pouvez. Je vois aussi Kedza, je suis désolée si je prononce très mal. Kedissa Shrazed. Donc, si vous voulez aussi prendre la parole, je vous permettre de parler. Puis, si vous voulez poser la question, vous pouvez poser la question, hein. Donc, il faut juste euh, activer votre micro pour ça. Donc, entre-temps, je regarde s'il n'y a pas plus de questions sur le chat. Ok, je vois que vous avez posé votre question sur le chat. Donc oui, l'enregistrement du webinaire sera disponible à partir de demain. Voilà. Donc je vous retire. Voilà. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Pardon. Je vois pas d'autres questions. Donc pour ceux qui veulent alors, voilà, je voulais juste faire une petite mention à Lipspace parce que voilà, c'est notre IA qui est là et d'Elsevier qui va aussi se baser sur du coup Lipspace, du contenu, du texte intégral, multi-éditeur aussi et aussi sur le socle Scopus IA aussi. Ils ont des façons différentes d'interagir et de répondre. Et une chose que j'apprécie aussi donc là, vous allez voir ça dans Lipspace, c'est ce qu'on appelle the trust card. Donc, par exemple, il dit, bah, voilà, je ne sais pas, les psychiatric disorders, ici, c'est les mécanismes clés, voilà, du nitrate ammonium, etc. Donc, je peux vérifier ce claim ici en allant voir combien d'études sont pour ça, combien d'études sont contre, combien d'études sont neutres pour avoir une fondation dans cette réponse. Donc voilà, je voulais juste donner voilà, ces informations parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Et donc, en revenant donc à Scopus, donc c'est un contenu mondial, complet, un contenu fiable sur un socle de données de littérature évaluée par les pairs qui répondent à des critères minimums qui sont aussi choisis par un board, un comité d'experts indépendants. On va avoir aussi des puissantes options de recherche, de filtrage. On a couvert ça dans d'autres webinaires aussi. Des capacités de recherche avancées avec de l'aide de requêtes structurées qui sont aussi très, très importantes dans la recherche scientifique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'IA ne vient pas remplacer une recherche scientifique. Donc, je dirais encore plus, pour critiquer bien les réponses de l'IA, on doit être expert. On doit savoir, donc on doit faire cette bibliographie sans l'IA quelque part aussi. Euh, et sont complémentaires. On peut le faire d'une manière ensemble. Donc, un ne vient pas remplacer l'autre. Donc, l'IA vient pas remplacer la recherche documentaire et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut voilà, lire les références derrière, pas se satisfaire d'une réponse. Et des outils intégrés aussi pour analyser et suivre les tendances de recherche. Donc, si vous voulez, les outils d'aide, quand vous allez sur Scopus, vous avez un onglet d'aide où vous avez plein de ressources, des tutoriels. Je vous passe le certificat juste après. Et puis après, vous avez aussi, je vous conseille pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi aller sur Scopus Academy
où vous avez comment, voilà, les booléens, dans Scopus, vous allez aller un peu plus, sans prendre trop de temps non plus, vous allez aller en plus en détail sur comment fonctionnent ces requêtes, sur les algorithmes, etc. Donc vraiment connaître la base et savoir sur quoi se base ça. Et vous avez des certificats à chaque module. Et donc pour ceux qui veulent le certificat, donc je vous mets le code ici avec, donc vous devez aller sur ce researchacademy.com/workshop. Et il faut déjà avoir un compte. Donc, si vous avez un compte quelque part, Elsevier, Sciences Direct, Scopus, vous utilisez le même compte. Sinon, vous créez un. Ça, c'est important pour, voilà, pour éditer le certificat. Donc, vous aurez donc le nom, votre nom, etc., qui est dans votre profil. Et puis après, vous aurez dans cet espace tous vos certificats voilà, que vous avez reçus. Donc, vous pouvez les retrouver facilement. Voilà. Donc, je laisse un moment pour que vous puissiez annoter. Et de toute façon, demain, vous recevrez par mail ce code-là aussi, au cas où. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.